Salut les gars, je m'appelle Adam et j'ai 14 ans. Mes parents sont docteurs. Ma sœur a 3 ans de plus que moi. On est une famille heureuse. On s'amuse beaucoup ensemble. On voit toujours le bon côté de chaque situation. Mais quelque chose de bouleversant s'est produit récemment. Cela m'a fait réaliser que l'on peut grandir et mûrir en quelques jours. Mon oncle et sa famille vivent dans une autre ville. Ils nous rendent visite 1 ou 2 fois par an et ils nous amènent toujours des cadeaux. Pendant leur dernière visite, ils nous ont apporté une boîte de chocolat achetée en Belgique. On a enfin compris pourquoi le chocolat belge est si célèbre. Ils étaient si délicieux qu'on en a un peu trop mangé. Ma mère a dû nous enlever la boîte. S'ils sont si bons, ne mangez pas tout d'un coup. Vous n'en aurez qu'un par jour. Et je vous les donnerai, a-t-elle dit. On n'était pas contents, mais c'est elle qui décidait, et on savait qu'elle ne changerait pas d'avis. Le lendemain, mes parents étaient au travail, et on s'est souvenu des chocolats, même si on n'avait pas arrêté d'y penser. Où ma mère avait-elle pu les cacher? Si on les trouvait, elle serait en colère, mais on savait aussi qu'elle nous pardonnerait rapidement. On a donc commencé à les chercher. Mais impossible de retrouver la boîte. Visiblement, ma mère l'avait vraiment bien cachée. On s'est mis à chercher aux endroits les moins probables. En fouillant dans le bureau de mon père, on a trouvé une clé qui avait l'air très vieille. Il y avait une boîte en bois dans sa chambre. Mon père avait travaillé dans un hôpital en Afghanistan. Nous savions que mes parents s'écrivaient souvent à l'époque. Toutes les lettres se trouvaient dans cette boîte. Ma mère aurait-elle pu y cacher les chocolats? On a ouvert la boîte avec la clé, et bingo! On était si contents, on a commencé à manger tout de suite. Ma sœur a commencé à lire une lettre que mon père avait écrite en plaisantant. Ma bien-aimée, les jours sont courts, mais les mois sont interminables. Tu me manques tellement. J'ai donc commencé à fouiller dans la boîte pour trouver une lettre de ma mère à lire comme réponse. Je suis tombé sur un dossier. Je l'ai montré à ma sœur et j'ai lu ce qui était écrit. Service de protection de l'enfance, département de l'adoption. On s'est regardé l'un l'autre, confus. Est-ce qu'on dépasserait les bornes en ouvrant le dossier? Mais on ne pouvait pas s'arrêter. Ma mère est entrée au moment où on était sur le point de l'ouvrir. Mais elle n'a rien dit. Elle a juste dégluti. D'une voix très calme, elle a dit « Dans vos chambres, tous les deux ». On n'a pas regardé à l'intérieur. Je sais pas ce qu'on a fait de mal. Mais tu ne vas pas nous dire ce qui se passe? A demandé ma sœur. Ma mère ne nous a même pas regardé et a juste montré la porte. J'ai dit « Dans vos chambres ». On est parti sans dire un mot de plus. On avait en quelque sorte compris. Une fois dans ma chambre, j'ai immédiatement cherché « Service de protection de l'enfance, département de l'adoption ». Comme je le pensais, ces documents concernaient l'adoption. J'ai envoyé le lien à ma sœur par SMS. Elle a répondu avec un autre lien sur le même sujet. Elle essayait aussi de trouver des réponses. Mon père est rentré à la maison peu après. On ne savait pas ce qui se passait, mais l'atmosphère était très tendue. On attendait anxieusement dans nos chambres. J'ai entendu ma mère appeler ma sœur. Puis, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Où ont-elles pu aller? J'étais si curieux. À ce moment-là, mon père est entré. Il a dit qu'elles étaient sorties faire une promenade. Il était très silencieux, comme s'il ne savait pas par où commencer. Il s'est raclé la gorge à plusieurs reprises, mais n'a toujours pas réussi à dire quoi que ce soit. Il a pris une grande inspiration. « Adam, je veux que ça reste entre nous, au moins quelque temps, a-t-il dit. » Je devenais de plus en plus nerveux. Je ne voulais pas entendre la suite. Pourquoi est-ce qu'il ne m'avait pas dit que j'avais été adopté? Ne pensait-il pas que je l'apprendrais un jour? Des larmes ont commencé à couler de mes yeux. Je ne pleurais pas, mais impossible de retenir mes larmes. Mon père m'a regardé. « Adam, il est temps que tu apprennes la vérité. Mais promets-moi que tu ne diras pas à ta sœur qu'elle est adoptée. C'est très important, d'accord ?» a-t-il dit. « Attends un peu. C'est ma sœur qui est adoptée ?» Je l'ai regardé en état de choc. J'aurais dû être heureux, car j'étais si triste quand je pensais que c'était moi. Mais c'est ma sœur qui a été adoptée. Cette idée était si douloureuse. Ça signifie qu'elle n'était pas ma vraie sœur, n'est-ce pas? Elle serait si triste si elle découvrait que je n'étais pas son vrai frère. Bien sûr, je ne pouvais pas lui dire ça, même si mon père me disait de lui dire « Je garderai ce secret pour toujours ». Je ne supporterai pas de la rendre triste.
Les jours suivants ont été très difficiles. C'était comme si ma sœur et moi avions fait le pacte de ne plus parler de ce jour-là. Mais l'amour entre nous était encore plus fort maintenant. Elle venait souvent dans ma chambre en faisant plein de grimaces pour me faire rire. Je savais que, qu'elle soit ou non ma sœur biologique, c'était ma vraie sœur. En fait, j'ai commencé à l'aimer encore plus après avoir appris qu'elle avait été adoptée. Les gens aiment naturellement leurs frères et sœurs. Aimer quelqu'un avec qui on n'a pas de lien de parenté est plus significatif. Vous ne trouvez pas? Très vite, nous étions aussi heureux qu'auparavant. J'avais déjà oublié ce qui s'était passé. En fait, j'avais l'intention de dire à mon père « Disons tout à ma sœur. Peu importe qu'elle ait été adoptée, je l'aime plus qu'une sœur biologique. » À ce moment-là, mon père est venu dans ma chambre. « On pense que ta sœur devrait apprendre la vérité. Cependant, on a un service à te demander. On va lui parler en premier. Mais on se demandait si tu pourrais lui écrire une lettre, pour lui dire ce que tu ressens. » Normalement, j'aurais refusé, mais j'étais heureux de le faire. Mais j'ai réalisé qu'écrire une lettre pareille était plus difficile que je ne le pensais. Oui, de mon point de vue, rien n'a changé. Mais qu'avait-elle à penser en apprenant qu'elle avait été adoptée? Comment pourrais-je l'expliquer sans la blesser? J'y ai pensé pendant des jours. Je commençais et l'effaçais sans cesse. Je n'avais même pas la première phrase. Puis, j'ai eu une idée. Si elle avait été adoptée, depuis quand était-elle ma sœur? Je veux dire, elle était là quand je suis né. Où est-elle arrivée après? J'ai essayé de trouver notre plus vieux souvenir pour le savoir. Il y avait tant de souvenirs de l'époque où j'étais tout petit. Mais lequel était le plus ancien? J'ai décidé que celui dont je me souvenais à peine devrait être le plus ancien. Dans ce souvenir, on est quelque part où il y a beaucoup d'enfants. On est en train de courir vers quelque chose. Je ne sais pas où c'était. Comme je disais, je m'en souviens à peine. Je trébuche et puis je tombe. Un seul des enfants s'arrête. Celui qui s'arrête est bien sûr ma sœur. Elle m'aide à me relever, vérifie si mes genoux sont égratignés et me prend dans ses bras. Puis, on commence à courir vers les autres enfants. J'ai commencé ma lettre avec ce souvenir. Tu as été ma sœur tout ce temps, et tu le seras toujours. Ai-je poursuivi. Ne pas avoir la même mère n'affaiblit pas notre lien, mais le rend seulement plus fort. J'ai commencé à pleurer, à lui dire combien je l'aimais, combien je l'aimerais toujours et que rien ne changera jamais cela. Chaque mot que j'écrivais était vrai. J'ai juste écrit ce que je ressentais. Enfin, le grand jour est arrivé. Mon père m'a envoyé un SMS dans la journée me demandant « Ta lettre est prête ?» Je lui ai dit que oui. « Tu peux lui donner ce soir », m'a-t-il dit. Ce n'était plus tendu à la maison. C'était comme si on était enfin détendu et de très bonne humeur. Quand mon père m'a fait signe avec ses yeux, j'ai su qu'il était temps. « Viens dans mon bureau », a-t-il dit. Ma sœur était là quand je suis entré. La boîte en bois qui a tout déclenché était sur le bureau. Mes parents souriaient. La lettre était dans une enveloppe que j'ai donnée à ma sœur. Elle était choquée. Elle m'a aussi donné un bout de papier. Je l'ai ouverte et j'ai vu que c'était une lettre commençant par « Mon cher Adam ». J'étais tellement perdu. Pourquoi m'avait-elle écrit une lettre? On est allé dans des coins opposés de la pièce pour lire. Je n'en croyais pas mes yeux. Ma sœur me disait que j'avais été adopté. Comme moi, elle avait écrit combien elle m'aimait et que le fait que je sois ou non son frère biologique ne faisait aucune différence pour elle. Après avoir lu, on a d'abord chacun regardé l'autre, puis nos parents. Mon père a sorti les papiers d'adoption de la boîte et nous a dit de nous rapprocher. Il nous a montré le dossier. Oui, on a tous les deux été adoptés. Ce n'était pas ma sœur, j'ai été adopté aussi. Ma sœur et moi nous sommes regardés. On n'a pas pu s'empêcher de rire. Il n'y avait aucune distinction entre nous. On était dans le même bateau. On partageait le même destin. On s'est fait un câlin. Puis mes parents nous ont rejoints. On est resté ainsi un moment. Ensuite, on est allé dîner. Mes parents se sont excusés d'avoir gardé ce secret. Ils ont dit qu'ils allaient nous le dire quand le moment serait venu, mais que les chocolats avaient accéléré le processus. Quand tout a commencé, ma mère a appelé un psychiatre avec qui elle travaille. Elle a dit que ce n'était pas sa spécialité et a demandé l'aide d'un psychologue pour enfants. C'est ainsi qu'est née cette idée de lettre. Mes parents pensaient que c'était un bon plan, alors ils l'ont suivi. Eh bien, vous connaissez la suite. Ce jour-là, on a aussi appris autre chose. Mes parents avaient l'intention de n'adopter que ma sœur. Ils ne savaient pas que j'existais. Mais ma sœur ne voulait pas me laisser là-bas.
Elle s'est jetée par terre en pleurant. « C'est mon frère, je ne laisserai pas Adam ici », disait-elle sans cesse. Apparemment, elle m'a appelé Adam. On n'est pas sûr, mais on pense que c'est un nom de sa famille biologique. Mes parents ont cédé et décidé de nous adopter tous les deux. Comme vous le voyez, on est vraiment frères et sœurs depuis le début. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous voulez partager quelque chose qui vous est arrivé et qui vous a vraiment affecté, envoyez-moi un email à l'adresse dans la description. À bientôt. Salut tout le monde, je m'appelle Amélie, j'ai 13 ans. Ma vie est plutôt étonnante. Un sans-abri m'a adoptée. J'ai hâte du jour où je pourrai l'appeler papa. Comment cela est-ce possible ? Après avoir entendu mon histoire, vous la trouverez sûrement incroyable aussi. Je n'ai jamais connu mon vrai père et ma mère est décédée quand j'avais 8 ans. Je ne vais rien dire d'autre sur mes vrais parents parce que parler d'eux me rend vraiment triste. Donc oui, je suis devenue orpheline quand j'étais petite. Je n'avais pas de proches qui pouvaient me prendre en charge, alors on m'a envoyée vivre dans un orphelinat. On ne les considère pas comme des endroits agréables, mais les autres enfants et moi-même étions plutôt heureux. Imaginez un groupe d'enfants vivant ensemble. On jouait tout le temps. Il y avait une école, alors on étudiait aussi ensemble. Peut-être qu'on s'entendait tous parce que nous étions tous là pour la même raison. La plupart des gens qui y travaillaient et qui s'occupaient de nous étaient gentils. Ça allait bien, mais la plupart des enfants voulaient quand même être adoptés. Nous en rêvions. Imaginez un peu ça. Une famille vient, rencontre certains des enfants et puis en choisit un qui ira vivre avec eux. Seuls 4 ou 5 enfants avaient cette chance chaque mois. Nous étions tous jaloux de ceux qui étaient adoptés. Vous savez quelle était la principale raison de notre jalousie ? Parce qu'ils pouvaient appeler 2 personnes papa et maman. Il faut avoir vécu dans un orphelinat pour comprendre combien ces mots nous manquent. Je suis devenue l'une des enfants que l'on enviait à 12 ans. Je n'ai pas été adoptée par une famille, mais par une femme seule. Elle était juge à la retraite. Je n'ai pas pu dormir pendant 1 semaine quand je l'ai appris. Je rêvais du moment où je l'appellerais maman pour la première fois. Les parents venaient chercher leurs enfants le dimanche. J'ai dit au revoir à mes amis et à tout le monde après le petit déjeuner. Ma nouvelle maman est venue 1 heure plus tard. Alors que nous partions, j'ai pensé que c'était le plus beau jour de ma vie. Mais ça n'a pas duré longtemps. Elle s'appelait Henriette. Arrivée à la maison, elle m'a dit « Tu m'appelleras Madame Henriette. Je me couche tard et je me réveille tard. Je veux que mon petit déjeuner soit prêt quand je me lève. » J'ai vite compris qu'elle ne voulait pas un enfant, mais une servante qu'elle pourrait former dès son plus jeune âge. Elle ne m'a pas inscrite dans une école, ce qui est contraire aux exigences de l'adoption. Je n'étais pas autorisée à quitter la maison, donc je ne pouvais pas la dénoncer. Je jure que je n'exagère pas. Elle était comme la belle-mère dans Cendrillon. Je passais mes journées à travailler pour elle sans arrêt. Elle n'était jamais satisfaite de ce que je faisais. Elle me criait dessus dès qu'elle pouvait. L'orphelinat m'a vraiment manqué. La nuit, je pleurais sous mes couvertures. Après 7-8 mois, je me suis résignée à ma nouvelle vie. Je savais que je n'avais pas ma place dans cette maison. Mais j'étais trop jeune pour penser à m'enfuir. Madame Henriette gardait toujours la porte d'entrée fermée à clé pour que je ne sorte jamais de la maison, même pas pour sortir les poubelles. Un jour, j'ai vu que Madame Henriette était vraiment triste. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Pour la première fois, elle m'a parlé comme si j'étais une personne normale. Elle m'a dit « Assieds-toi ». C'était l'anniversaire de la mort de son mari. Elle m'a tout raconté sur lui, juste parce qu'elle voulait le partager. J'ai été surprise qu'une femme aussi méchante puisse aimer quelqu'un à ce point. Elle parlait, pleurait et buvait tout ce temps. Elle a fini par être saoule. Je ne comprenais plus ce qu'elle disait, mais je devais quand même faire semblant de l'écouter. Finalement, elle s'est endormie. J'allais retourner dans ma chambre quand j'ai remarqué une clé. Elle était posée sur la table basse. Tout s'est passé si vite. Je l'ai prise. Lorsque j'ai réalisé que c'était la clé de la porte d'entrée, j'ai déverrouillé la porte et je suis sortie sans hésitation. Je suis sortie et j'ai commencé à marcher. Je ne me suis pas arrêtée avant que le soleil se lève. J'étais très fatiguée. Je suis tombée sur un banc. Sans même réfléchir, je me suis couchée, comme si je venais d'arriver dans mon propre lit. Je me suis réveillée avec une femme devant moi. Ses vêtements étaient vieux et sales. Elle avait déjà enlevé une de mes chaussures et essayait de prendre l'autre. J'ai essayé de retirer mon pied, mais elle tenait fermement ma chaussure. À ce moment-là, quelqu'un a crié « Angèle, laisse-la tranquille !»
J'ai regardé pour voir qui c'était. C'était un homme vêtu de haillons. Les deux étaient manifestement des sans-abri. Marchant vers nous, il a dit « Qu'est-ce qu'elle va porter si tu les lui prends ? Regarde, elle dort dans la rue, comme nous. » Alors la femme nommée Angèle m'a laissé partir contre son gré. C'est comme ça que j'ai rencontré Gabriel. C'était la première fois que je parlais à un sans-abri. Il vivait dans la rue depuis 9 ans et avait une histoire très triste. Il a perdu sa femme et ses 2 filles dans un accident de train. Après ça, il était accablé par le chagrin et n'a pas pu se résoudre à faire quoi que ce soit. Il a cessé d'aller au travail et restait chez lui toute la journée, dans le noir. Il a fini par perdre son emploi et ne plus pouvoir payer son loyer. Alors il a commencé à vivre dans la rue. C'était un homme tellement gentil et super drôle. Il me faisait rire tout le temps. J'ai commencé à vivre avec lui dans la rue. Une fois qu'il a entendu mon histoire, il a voulu que je retourne à l'orphelinat. Mais je lui ai dit que Madame Henriette viendrait certainement m'y chercher. Il serait inutile de la dénoncer. Elle était juge, après tout. Il la croirait plutôt qu'un enfant. Alors il m'a dit « D'accord, alors tu peux rester avec moi pour le moment. On cherchera un meilleur endroit pour toi plus tard. » J'ai dit « D'accord » en hochant la tête. Mais je ne voulais pas du tout le quitter, parce que c'était la première fois que je me sentais en sécurité et détendue avec un adulte. Gabriel m'a appris la principale règle de la vie dans la rue. Si tu es sans-abri, tu dois ressembler à un sans-abri. Après tout, nous vivons de la charité des autres. Je pourrais aller dans des toilettes et me laver le visage. Mais qui donnerait de l'argent à une fille propre et bien habillée ? Il avait raison. J'ai donc fait ce qu'il a dit. J'ai fait en sorte d'avoir l'air aussi sale que possible. En une leçon, j'avais le parfait look de SDF. On devait mendier dans la rue avant chaque repas. Une fois qu'on avait récolté assez d'argent, on allait tout de suite acheter quelque chose à manger. C'est pourquoi nous n'avions jamais d'argent pour le repas suivant. Un jour, après avoir eu assez pour le petit déjeuner, on est allé dans une boulangerie. Les commerçants essayaient généralement de se débarrasser de nous au plus vite, pour qu'on ne dérange pas les autres clients. Mais la dame de la boulangerie était très gentille. Elle a souri et a dit « Bonjour, c'est ton jour de chance car tout est gratuit pour les filles de ton âge aujourd'hui. » Gabriel a dit « Merci, mais aujourd'hui on a de l'argent. Est-il possible qu'elle puisse obtenir des choses gratuites une autre fois ?» demanda-t-il. Et il s'apprêta à lui donner notre argent. Soudain, on a entendu un bruit derrière nous. On s'est retourné pour voir ce qui se passait et on a vu qu'un client plus âgé était tombé. La femme a sorti son téléphone, paniquée. Le vieil homme était par terre, ne bougeant pas. Gabriel a posé sa tasse sur le comptoir et s'est agenouillé à côté de l'homme. Il a touché le cou de l'homme avec sa main. Il a fermé les yeux et s'est mis à compter. Puis il a joint ses mains et a appuyé sur la poitrine de l'homme. À ce moment, la boulangère a dit « Ne le touchez pas, j'ai appelé une ambulance. C'est à un médecin de le faire. » Gabriel lui a dit « Je suis médecin. Son pouls est d'environ 20. On ne peut pas attendre l'ambulance. On doit agir maintenant. » Et il a continué à appuyer ses mains sur la poitrine de l'homme. Ce vieil homme a eu beaucoup de chance que Gabriel soit là. Il ne m'avait jamais dit en quoi consistait son travail, alors j'ai été surprise d'apprendre qu'il était médecin. En fait, il était neurochirurgien, mais bien sûr, il savait quoi faire quand quelqu'un faisait une crise cardiaque. Plus tard, il m'en a plus dit sur son ancienne vie. Un jour, il a dû aller dans une autre ville pour une opération. Mais son anniversaire était le lendemain. Sa femme et ses enfants ont donc décidé de le surprendre en prenant le train pour venir le voir. Et vous connaissez la suite. La boulangère a refusé de nous laisser payer. Gabrielle a insisté, mais elle a dit « C'est votre jour de chance. Tout est gratuit pour celui qui sauve la vie de quelqu'un aujourd'hui. » Nous avons fini par faire sa connaissance ce jour-là. Elle s'appelle Céline. Je la trouve aussi drôle que Gabrielle. Elle vit avec sa mère. « Je vous inviterais bien à dîner, mais ma mère n'est pas prête à recevoir 2 SDF, a-t-elle dit. Et on s'est séparés. Le lendemain, nous avions prévu de faire un pique-nique dans un parc. On a dû mendier plus longtemps que d'habitude pour acheter tout ce qu'il fallait. Devinez ce qui s'est passé ensuite ? Gabriel et Céline ont commencé à tomber amoureux. Un jour, Céline a plaisanté. « J'ai décidé de fermer la boulangerie pour vivre avec vous dans la rue. La seule façon de supporter votre odeur est de commencer à sentir comme vous. » Gabriel a dit « Tu sais, ce serait trop d'ennui. Au lieu que tu sentes comme nous pourrions commencer à sentir comme toi. Nous avons juste besoin d'un bain. » Ce fut un moment décisif dans notre vie. Bien sûr, un bain n'était pas suffisant, mais c'était un premier pas. Maintenant, on vit tous ensemble. On a beaucoup de projets pour l'avenir, mais le premier est le mariage de Gabriel et Céline.
Ensuite, ils vont m'adopter officiellement. Après ça, je pourrai les appeler papa et maman. C'est ce qu'ils veulent. J'ai déjà envie de le dire maintenant, mais je m'en empêche. Mais je peux vous le dire, ils sont ma chère maman et mon cher papa, mes étoiles porte-bonheur. Ma vraie mère priait toujours que Dieu fasse entrer de bonnes personnes dans ta vie. C'est exactement ce qui s'est passé. J'espère que les prières que quelqu'un dit pour vous se réaliseront aussi. Vous avez aimé mon histoire ? Si vous aimez les histoires basées sur des événements réels, abonnez-vous à cette chaîne. Au revoir.